nécessaire et important et qui peut permettre d'obtenir de très bons résultats, puisqu'on part de l'apprenant, on part de son profil, de ses besoins, et autour de ça, on construit notre parcours d'apprentissage. Alors l'apprenant, est-ce qu'il est passif? Non. D'abord, un apprenant, c'est un individu qui s'implique. D'accord? Il s'implique dans le processus. Donc nous devons l'orienter pour l'aider à s'impliquer. On en a parlé il y a 15 jours environ, si je ne me trompe pas, et je vous avais dit que l'apprenant apprend à apprendre et il se dirige vers l'autonomie. D'accord ? Être autonome dans l'apprentissage, c'est se fixer des objectifs, savoir comment y arriver, savoir comment surmonter les difficultés pendant le parcours. Donc c'est à nous, notre rôle en tant que prof, c'est de l'accompagner. On a une relation horizontale. D'accord ? Le contrat d'apprentissage au début, s'il y en a, va donc nous permettre d'atteindre les différentes étapes, d'accomplir certains objectifs pendant le parcours d'apprentissage. Voilà, c'est ce qu'on avait vu. Et c'est important, pourquoi? Parce que quand on va construire une unité didactique, on va tenir compte de ça. Quelles activités on va mettre en place pour atteindre les objectifs? C'est ce que nous allons voir jusqu'au 1er avril. Parce que je disais tout à l'heure, je le répète rapidement, le 5 février, nous devions nous retrouver pour travailler la grammaire et le 26 février, travailler l'accès au sens. On va faire le contraire. On va d'abord travailler l'accès au sens et à partir du sens, on va aller vers la grammaire. C'est l'étape, disons, logique de l'unité didactique. On part du sens pour aller vers la forme, puisque c'est un acteur social qui va être amené à communiquer. Donc on va partir du sens, et de là, on va l'aider à découvrir le point de grammaire et à le réutiliser. Donc le 5 février, on aura l'accès au sens, le 25 février, on aura la grammaire, comment enseigner la grammaire, et le 1er avril, ce sera la dernière étape de l'unité didactique, la tâche finale, la tâche ou l'évaluation. Voilà. Après ça, je pense que vous serez amené à observer des classes, je suppose, et donc, à partir de la fiche pédagogique que nous allons construire, eh bien, vous vous rendrez compte comment ça se déroule. D'accord? Ça va? Voilà. Donc, je disais, le public cible, vous avez les informations personnelles de l'apprenant, on l'avait vu il y a 15 jours, et les informations générales. Le statut du public, le statut de la langue, le rythme, il faut considérer également le rythme de l'enseignement, le nombre d'heures, le nombre de séances, la durée. On prépare un cours, une unité didactique, on sait que l'unité didactique peut se dérouler en 2 heures, en 3 heures, mais il faut organiser ces cours en fonction de la durée des séances. On a le but de la formation. Pourquoi notre apprenant veut apprendre la langue? Quelles sont ses motivations? Le domaine, le centre d'intérêt de l'apprenant est le niveau de compétence acquis, ainsi que le niveau de compétence attendu ou visé. Ce sont des informations qui sont importantes. Ça, c'est une chose qu'on avait vue la semaine dernière. Donc, on a les informations propres à l'individu, d'une part. Ensuite,
Je pense que je vous l'ai donné, mais bon, pas grave. Ensuite, on a les informations propres au processus d'apprentissage. En partie, c'est ce que nous venons de voir. Quant à l'apprenant, il faut savoir avec quel niveau de compétence acquis il arrive dans nos cours. Il faut connaître le point de départ. D'accord ? C'est très important. Ensuite, on avait vu qu'il faut définir les besoins langagiers des apprenants. Et pour cela, il fallait d'abord définir des situations de communication. On avait défini la situation de communication. Qu'est-ce qu'on avait dit concernant la situation de communication? Qu'est-ce que c'est qu'une situation de communication? Qui répond aux questions pourquoi est-ce qu'il veut apprendre. D'accord. Moi, quand je parlais de situation de communication, ce que je voulais savoir, c'est quelles sont les situations de communication dans lesquelles un apprenant, d'accord, serait amené à interagir. Quelles sont les situations de communication dans lesquelles il serait amené à interagir? Et en fait, ce qu'il faut essayer de définir avant même de choisir un document déclencheur, avant même de penser aux objectifs de communication. Hein? Je vous avais dit que c'est à partir des situations de communication dans lesquelles il serait amené à interagir que l'on va définir les objectifs d'apprentissage. Ces objectifs d'apprentissage, en fait, c'est l'acte, c'est la communication qui a été divisée, d'accord ? Et chaque division correspond à un objectif. L'objectif, on a d'abord les objectifs communicatifs. Oui, on avait fait un exemple, vous vous souvenez? On avait pris le cas d'une rencontre rapide, vous vous souvenez? Et on avait essayé de trouver quels étaient les objectifs communicatifs lors d'une rencontre rapide, dans un café. Vous vous souvenez? Les soirées rencontres rapides. Et qu'est-ce qu'on avait donné comme objectif communicatif? Alors, on peut se présenter, on peut demander à quelqu'un comment il s'appelle, on peut demander des informations à cette personne, on peut parler de soi, de ses goûts, de ses activités, d'accord? Ça, c'est l'objectif communicatif. Et de ces objectifs communicatifs, on les décompose, d'accord, en composantes sociolinguistiques, en composantes socioculturelles et en composantes linguistiques. On peut rappeler ce que c'était, les composantes sociolinguistiques? Ça, c'est à l'oral et à l'écrit. Hein. Pour préparer une unité didactique, on doit tenir compte de ça. La personne doit se présenter, la personne doit saluer. La composante pour saluer, quelle serait la composante sociolinguistique? Le sociolinguistique sera différent dans les deux lettres. Vous comprenez? Hein? C'est comment on s'adresse à la personne. On tient compte de l'interlocuteur. Et ça, quand on prépare une unité didactique, on doit tenir compte de ça. Ensuite, la composante sociolinguistique, socioculturelle, serrer la main ou faire la bise dans le cas de quand on va saluer quelqu'un, par exemple. Le linguistique, et tout ce qui est grammaire, toutes les conjugaisons et le lexique mis en place, utilisé pour saluer.
par exemple. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. D'accord? Alors, je ne sais pas, je vous avais donné, je pense que vous avez cette photocopie dans le... C'est activité, définir les besoins langagiers des apprenants. Je pense que vous l'avez, hein? Oui? On n'avait pas fait cette activité. Ok. Alors vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir par 2 ou par 3. Hein? Vous allez réfléchir. On va travailler d'abord la partie 2. D'accord? La deuxième partie. Voici quelques pratiques courantes. Ça va? Ça, c'est pour revenir un... Bonjour. Pour se rafraîchir un peu. Hein? Bon. Alors, on avait dit... Vous voyez? C'est bon? Ok. Alors, on a dit qu'on partait de situations de communication. De ces situations de communication, on déterminé quels étaient les objectifs d'apprentissage, d'accord, à atteindre. Ces objectifs d'apprentissage, en même temps, sont les critères d'évaluation. C'est-à-dire que nous verrons, le jour où nous travaillerons l'évaluation, que l'on part des critères, des objectifs d'apprentissage, et ces mêmes objectifs d'apprentissage nous servent pour faire notre grille d'évaluation. Les critères qui sont dans les grilles d'évaluation sont en définitive apprentissage. C'est-à-dire qu'au moment de préparer notre unité didactique, on peut en même temps déjà prévoir quelle serait la tâche qu'ils vont être amenés à accomplir, d'accord? Et en même temps, préparer une grille d'évaluation avec les critères qui ne sont autres que les objectifs d'apprentissage. On le verra. On ne peut pas évaluer ce qu'on ne s'est pas fixé comme objectif, ce qu'on n'a pas travaillé. Donc, en parallèle, on peut prévoir une grille d'évaluation. Donc, ces objectifs d'apprentissage, on a dit que c'était d'abord, on partait de la communication. Hein, et cette communication, elle se divise en 3 composantes. D'accord? Alors, est-ce que on va considérer le numéro 1 comme pratique courante? C'est-à-dire faire un relevé des contextes de communication dans lesquels les apprenants vont devoir agir en français. Dans les situations. On a dit qu'on partait du sens vers la forme. D'accord? On partait du sens, et du sens était construit à partir du linguistique, du socio-linguistique et en même temps du socio-culturel. Ça va? Donc, le numéro 1 était pertinent. La première partie pratique était pertinente. Ça, c'est avant même de préparer de planifier notre unité didactique. La deuxième pratique, vous en pensez quoi? Ce n'est pas indispensable. Alors, vous en pensez quoi? On tient compte de la deuxième pratique? Oui. Déterminer les aptitudes et les capacités requises
pour que les apprenants puissent agir dans un contexte francophone donné. C'est en fait ça concerne les objectifs d'apprentissage dont on a parlé. D'accord ? Après, on va remplir une fiche pré-pédagogique dans laquelle, à partir d'un document donné, on va essayer de retrouver tout ça. D'accord ? La troisième. Alors la troisième, je crois qu'il y avait des... Tout le monde n'était pas d'accord. Il y en a qui disaient oui, d'autres non. Oui. Sachant que... Oui, non, mais sachant que le linguistique est une partie. D'accord ? Et seulement avec le linguistique, il nous est un test linguistique proprement dit. C'est quoi un test linguistique ? Est-ce qu'on évalue la compétence de l'apprenant dans un contexte donné? Est-ce qu'on évalue à travers un test linguistique, est-ce qu'on est capable d'évaluer la capacité de l'apprenant de les réutiliser dans une situation donnée? Alors, on met la troisième. Justement, je vous ai mis en haut, au point numéro 3, établir le niveau de compétences communicatives langagières acquises par les apprenants. Je ne sais pas si avec Marlène, vous avez vu la grille du cadre européen. Ça va au-delà. Le test linguistique est insuffisant. Le test linguistique est insuffisant. Ce qu'il faut, en fait, c'est placer l'apprenant dans une situation de communication et l'amener à réagir, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. D'accord ? C'est le test linguistique, c'est quoi? Ce sont des exercices de grammaire, c'est des conjugaisons, c'est quoi? La différence entre un test et une évaluation, on en reparlera, hein, mais comment vous faites la différence entre le test et l'évaluation? Non? Un test peut être standardisé. Il y a des exercices à faire, c'est peut-être des exercices de grammaire, mais ce que je veux dire, c'est que l'évaluation, ça va au-delà. L'évaluation, c'est justement voir si les objectifs d'apprentissage sont atteints. Et dans notre grille d'évaluation, nous aurons le pragmatique, c'est-à-dire la communication, nous aurons le socio-linguistique et nous aurons le linguistique. Nous aurons une grille d'évaluation en 2 parties. Et là, on est amené à évaluer les composantes et en même temps, s'il est capable de remplir, d'atteindre, s'il a atteint les objectifs de communication. Parce que n'oublions pas que tout ce qui est linguistique et socio-linguistique est au service de la communication. Ça sert à communiquer. Ça va? Numéro 4. On le prend? Et si on le prend, pourquoi? Quelles sont vos conclusions? Vous en avez discuté là, en groupe? Est-ce que quelqu'un pourrait nous dire quelles ont été les conclusions? On s'était dit que peut-être, en fait, dans cette pratique numéro 4 là, qui
qu'il manquait cette idée d'adaptation en fait qui est proposée plus haut. Établir le déficit de compétences communicatives langagières des apprenants pour déterminer les compétences à acquérir. Et là, en fait, avec cette idée que le professeur, après avoir établi le déficit, même si les déficits c'est apparemment un peu fort d'ailleurs, de compétences communicatives, le fait de pouvoir adapter son cours. Alors que déterminer l'écart entre les compétences réelles et les compétences attendues, ok, mais qu'est-ce qui suit quoi? Ensuite, quelle est l'attitude du professeur après avoir déterminé l'écart? Eh bien, c'est justement, c'est à partir de cet écart, à partir de ce déficit, qu'il va planifier son cours. C'est à partir de ça, justement. C'est-à-dire que... Ah, j'ai pas apporté les marqueurs, flûte. Personne n'a un marqueur. J'ai tout laissé. Bon, enfin bref. Ce que je veux dire, c'est que on doit partir d'un point A et pour arriver à un point B. D'accord? Mais il faut déterminer quel est ce point A. D'accord? Et le point A, c'est le point de départ, c'est le début du cours. Donc, il faut savoir où il en est au point A et ce qu'on doit mettre en place pour l'amener au point B. Quel est ce parcours qu'il doit suivre? Et quelles activités, quels objectifs on va définir et comment il va atteindre ces objectifs? Merci. Ça va? Donc, justement, l'écart entre les compétences réelles des apprenants et les compétences attendues à l'issue de la formation, c'est justement c'est dans cet écart-là qu'on va travailler, en tenant compte de qui est notre apprenant, qui est cet individu. Et je parle d'individu, parce qu'il est évident que dans une classe de 15, 16, 20, c'est 15, 20 individualités. D'accord? Voilà, donc le 4 était... Et donc on n'avait pas une nuance très prononcée entre les deux phrases finalement, entre les deux énoncés. Ça veut dire la même chose? Oui, ben, en fait, si tu veux, la première partie sert à confirmer ce que vous aviez répondu dans la deuxième partie. Hein? Je suis parti de la deuxième partie pour vous faire réfléchir un peu, mais dans la première partie, il y a les réponses, dit d'une façon différente. J'espère que ça a été exprimé clairement. Hein, déficit de compétences communicatives et puis écart entre les compétences réelles et les compétences attendues. J'ai essayé de présenter ça. Voilà, c'est assez clair? Oui. Voilà. Quant au numéro 5. Voilà. Hein. C'est clair. Le numéro 6, déterminer alors les objectifs pédagogiques pour définir les contenus à acquérir. Définir les objectifs d'apprentissage à atteindre. Je pense que c'est la même chose dit d'une autre façon. Des mots différents, mais c'est la même chose. Donc le numéro 6 était à considérer. Voilà. Donc il y avait le numéro 1, le relevé des contextes de communication. Déterminer les aptitudes et les capacités requises pour interagir. Le numéro 3, le test de connaissance, il peut servir, mais il peut servir peut-être pour un tutorat, pour des cours de soutien, mais de là, monter son cours sur ça, c'est insuffisant. Déterminer l'écart entre les compétences réelles et les compétences attendues, c'est indispensable pour savoir d'où on part. Là, dans ce numéro 4, on ne fait pas l'évaluation linguistique, on
C'est le 3. C'est inclus dedans. Au numéro 4, Dans le numéro 4, déterminer l'écart entre les compétences. On parle de compétences. On parle de compétences. Et c'est pour ça que j'insiste. Hein. Peut-être que je suis trop répétitif, mais c'est que c'est important. On travaille à partir des compétences. Je me suis permis de photocopier le tableau des contenus de la méthode que nous utilisons ici à l'Alliance, Totem. Et là, vous allez vous rendre compte, en fait, et on aura l'occasion de voir Totem. Hein, Totem tient compte des compétences à acquérir. Et pour développer ces compétences, on doit acquérir du linguistique. Mais on tient compte des compétences. Et c'est là, d'ailleurs, la première partie de notre tableau, notre grille d'évaluation ici à l'Alliance. On part des compétences. Et puis après, on passe au linguistique. D'ailleurs, les grilles du DELF sont faites comme ça. Quand vous évaluez au DELF ou au DALF, on part de compétences. À l'oral et à l'écrit. Voilà. Ça va? Et puis numéro 6, les objectifs d'apprentissage à atteindre. Voilà. Donc ça, vous le ferez quand vous préparez votre fiche pédagogique, quand vous sélectionnerez votre matériel et que vous préparerez les activités. Pourquoi créer une unité didactique? On l'avait dit la dernière fois. Dans les manuels, dans les méthodes, on n'a pas toujours des documents et des activités qui correspondent au profil des apprenants. Donc, on ne peut pas travailler avec eux, ça les démotive. Et puis, des fois, les différents documents, par exemple, ne correspondent pas à l'âge, ne vont pas nous permettre d'atteindre nos objectifs. D'accord ? Voilà. Ça, c'est une chose que je voulais voir avec vous. Il y a des questions? Non? Deuxième réflexion que l'on va faire, c'est déterminer les objectifs pédagogiques. Comment? De l'unité didactique, la deuxième partie, là, on la fera à un autre moment. Hein. C'est seulement, maintenant on va voir quelles sont les pratiques courantes pour déterminer les objectifs pédagogiques. La structure de l'unité didactique, on verra plus tard ou à un autre moment. c'est le même questionnaire qu'avant. C'est le même. J'ai flippé là. Autre document, mais bon, je vous le donnerai la prochaine fois. Pas grave. Je vous donnerai la prochaine fois. Ouais. Je passe au tableau des contenus. Je vous donnerai la prochaine fois. La structure de l'unité, c'est... Oui, il fait chaud. On peut ouvrir un peu, si vous n'avez pas froid. Attention que la fenêtre, elle est... Il fait chaud, hein. Je ne sais pas si c'est parce que je bouge, mais... Non ? On va laisser un peu ouvert.
une salle qui est chaude. Voilà, donc, on était parti donc de contexte de communication, et à partir de ça, on avait établi qu'il fallait des objectifs, d'accord? Des objectifs communicatifs, et de ces objectifs communicatifs, eh bien, on dégageait les différentes composantes. Et là, on a un exemple. Alors, ici, il l'appelle savoir-faire. D'accord? Vous avez par exemple, pour la saga des pubs, le savoir-faire, c'est raconter l'histoire d'une marque qu'on aime. Hein, c'est à la leçon 22, dossier 5. Raconter l'histoire d'une marque qu'on aime. Dans le lexique, eh bien, on a l'eau minérale, le marketing, la médecine, le corps, vous voyez, c'est du lexique. Et en grammaire, on a le passé simple des verbes en ER, l'expression de la durée. Donc, si vous voulez, cette conjugaison et le lexique vont nous permettre de raconter dans ce cas-là l'histoire d'une marque. Bien sûr, ici, c'est autour de l'eau, de la médecine, du corps, mais on peut très bien changer de thème, d'accord, et l'appliquer. Alors, on verra lors de l'atelier de l'accès au sens, on verra comment justement travailler le sens et par la suite travailler la grammaire. Comment introduire le passé simple et comment les amener à produire. Vous me direz, le passé simple, on n'utilise pas. Ici, c'est surtout pour comprendre le rôle, à quoi sert le passé simple. Hein? Et donc, je vous laisse ce tableau des contenus parce qu'on verra comment l'exploiter, comment exploiter l'accès au sens dans Totem. Ça va? Donc, vous le gardez. C'était pour vous montrer la colonne savoir-faire, ce qu'on attend des apprenants, et le lexique et la grammaire qui vont nous servir justement à atteindre ces objectifs de communication. Quand on évalue, on va donc d'abord tenir compte s'il est capable de raconter une histoire et de là évaluer les différentes les acquis linguistiques. C'est pour ça que faire un test linguistique, c'est insuffisant. Parce que on ne peut pas constater s'il a développé ses compétences ou pas. Ça va? Alors, on va partir d'une situation d'enseignement-apprentissage. Donc, on a notre public cible. Des étudiants dans une école de tourisme dans le pays où vous exercez actuellement. L'âge, ils ont entre 18 et 20 ans. Le niveau de compétences langagières en cours d'acquisition, c'est le A1. On a 3 heures, etc. Là, vous avez la durée et le rythme du cours. Et ce qu'il faut faire avant de pouvoir choisir un document déclencheur et de préparer sa fiche pédagogique, ce que j'ai mis comme schématisation de la tâche. D'accord? La tâche, c'est écrire un courriel à un ami qui vit à l'étranger pour lui raconter un événement marquant de sa vie. Voilà la tâche. Notre apprenant va être amené à écrire un courriel à un ami qui vit à l'étranger pour lui raconter un événement marquant de sa vie. Ça, c'est la tâche. Ça, c'est le contexte.
D'accord? La mise en situation. Et pour cela, ce que je suggérais comme activité, naturellement à cause du temps, c'est pas possible de le faire, je vous ai mis la réponse. Vous voyez? C'est considérer les stratégies qui sont mises en œuvre pour réaliser les tâches, les savoir-être, les savoir-faire, les savoir-apprendre, les fonctions langagières, les moyens socio-culturels et socio-linguistiques, les outils linguistiques, le domaine et le thème dans lesquels la tâche peut s'inscrire. C'est tout ce qu'on a dit la semaine, il y a 15 jours et aujourd'hui, c'est là-dedans. Voilà donc ce qu'il faut arriver à faire. Bon, moi je l'ai fait comme ça. Il y a peut-être d'autres moyens plus faciles à lire, à comprendre, je ne sais pas, vous me direz. Donc on est parti du contexte en haut. Ensuite, on a la tâche à accomplir. On a les compétences. Ça reprend le tableau qu'on a vu au début. C'est ce tableau-là. Définir les besoins, ça, qu'on va structurer l'unité didactique. Alors ça va vous permettre de comprendre ce tableau, hein, parce que les compétences générales, compétences à communiquer langagièrement, savoir-être, savoir-apprendre et tout, c'est ici, à partir de la tâche donnée. Je vous laisse l'analyser, parce que c'est après ce que vous mettez. Ça m'a échappé. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est parlant? Est-ce que je ne sais pas si c'est clair, si je dois expliquer, si c'est tout ce qu'on a dit, c'est mis là-dedans. Comme on a peu de temps, en fait, c'est ça mon problème. On a peu de temps, je dois donner beaucoup d'informations. Vous devez pouvoir ensuite, à la fin de ces ateliers, arriver dans un cours, observer un cours, suivre la fiche pédagogique du professeur, parce que nous préparons des fiches pédagogiques, c'est notre quotidien. Donc, hein, pour chaque objectif. D'accord? Non, ce n'est pas pour chaque cours, c'est pour chaque objectif. Je parle d'une unité didactique. Je ne parle pas d'un cours. Il est évident que moi j'ai des cours de 2 heures, j'ai des collègues qui ont des cours. Alors là, une précision, et c'est bien de l'avoir demandé, je ne parle pas de la préparation d'un cours. Je parle de la création d'une unité didactique et de l'exploitation d'une séquence pédagogique. C'est-à-dire, je vais partir d'un document déclencheur que je vais exploiter pour travailler le sens et à partir du sens, aller vers la forme, vers la structure, vers le linguistique, la grammaire ou la conjugaison. D'accord ? Après, il y aura des exercices qui vont permettre de pratiquer et une tâche finale. Cette tâche va nous permettre de constater, d'accord, d'apprécier si l'apprenant est en capacité de réutiliser les acquis linguistiques dans une situation de la vie quotidienne. Je ne sais pas si je suis clair. Ça, c'est l'unité didactique, qui peut se faire pendant un cours, 2 ou 3. Là, je parle d'une unité didactique qui sera exploitée pendant plusieurs cours, peut-être. Moi, j'ai des cours de 2 heures. J'ai des collègues qui ont des cours de 4 heures, d'autres qui ont des cours de 3 heures, d'autres des cours d'1h40.
Donc, vous voyez, on parle d'unité didactique et on prépare une fiche par unité didactique, pas une fiche par cours. Par cours, je parle de séance de classe. Une classe de 2 heures, par exemple. Non, je parle d'unité didactique. Mon apprenant doit être capable d'écrire un courriel à un ami dans ce contexte-là. Pour qu'il écrive, pour qu'il soit capable de faire ça, pour pouvoir parler d'un événement important, pour pouvoir lui dire qu'il est parti à l'étranger, qu'il s'est établi à l'étranger, je lui donne une tâche. Et on a ce qu'on appelle les compétences générales, on doit en tenir compte même si ce n'est pas évalué. Les compétences générales ne sont pas évaluées. D'accord ? Je ne vais pas évaluer l'apprenant s'il sait ou pas utiliser un livre de conjugaison ou un livre de grammaire. Non. Moi, ce que je vais évaluer, ce sont les compétences langagières. Pourquoi j'ai mis les compétences générales? Pourquoi on les met et on en tient compte? C'est parce qu'on doit savoir s'il est capable, s'il a développé ses compétences. Par exemple, moi, on me dit de vous parler de l'unité didactique. Ok, je peux vous parler de l'unité didactique. Mais moi, je ne suis pas très compétent pour manipuler les ordinateurs. Là, on m'a installé dans mon ordinateur l'Office, tout ce qui est Word, Excel et tout ça, 2016. Et puis, mais je n'ai pas la compétence, je ne suis pas très compétent et j'ai été bloqué parce que je ne connais pas Word 2016, je ne connais pas Office 2016. Donc j'ai été bloqué. J'ai appuyé sur un icône où il ne fallait pas appuyer et j'ai bloqué l'ordinateur. C'est vrai. Et tout à l'heure, alors je suis allé voir notre ami Sébastien et je lui ai dit, regarde, je ne sais pas ce que j'ai fait. Et puis alors il est entré, il m'a dit, ben oui, il a cherché, il n'a pas trouvé. Et par hasard, on a fouillé là-dedans et on a trouvé. Et vous voyez, moi je n'ai pas la compétence pour manipuler ça. Je suis passé d'Office 2007 à Office 2016. Imaginez. Moi, je ne fais pas partie de la génération Y. Hein? Moi, l'informatique, quand j'étais petit, eh ben, c'était de la science-fiction. Hein? Ah oui. Voyez ce que je veux dire? Alors, d'un côté, il y a ma compétence, ma connaissance du thème, et d'un autre côté, il y a certaines compétences que je n'ai pas développées complètement. Par exemple, manipuler cet engin-là. Oui. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Ça paraît, on ne va pas l'évaluer, mais on va en tenir compte pour structurer. Vous me comprenez? Nous, ce qu'on va évaluer, ce sont les compétences langagières. Et puis, on a une activité, c'est la production écrite. On verra comment on l'évalue et on va se rendre compte si la tâche a été accomplie ou pas. Voilà. Vous comprenez à quoi ça sert? Je ne sais pas si c'est clair. Je l'ai présenté comme ça, mais je ne sais pas si c'est clair. Vous me direz, il y a peut-être d'autres moyens, hein, mais moi, je crois que c'est clair. Les compétences générales vont l'aider à réaliser la tâche, mais ne sont pas évaluées. Ce qu'on évalue, c'est les compétences langagières. C'est la langue. Communicatif, linguistique et socio-linguistique. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce qu'on peut partir de ce tableau pour l'évaluation en fait? Mais c'est tout à fait. Tout à fait. Justement, je disais tout à l'heure que nos critères d'évaluation, on va les avoir à l'intérieur
de la composante pragmatique et de la composante sociolinguistique. On va évaluer dans notre grille d'évaluation la capacité de notre apprenant à relater des faits, à décrire une situation. Naturellement, dans la grille d'évaluation, on ne va tenir compte que de certaines composantes pragmatiques. D'accord ? Mais c'est ce qu'on aura travaillé en classe et c'est ce qu'on attend de lui. Dans les compétences langagières, c'est ce que vous avez dans les grilles d'évaluation. Ces compétences langagières, ce sont vos critères d'évaluation. Vous comprenez ? Oui ? La compétence générale, les compétences générales, ça va servir à réaliser la tâche, mais ce n'est pas évaluer. Moi, on ne va pas m'évaluer si je sais ou pas utiliser Office 2016. D'accord ? Je ne sais pas si je suis clair. C'est important d'en tenir compte. Ils ne sont pas évaluables, mais nécessaires pour accomplir la tâche. Voilà, mais ce n'est pas évaluable. D'accord ? Quelle est l'importance des stratégies? Si on se trompe, on n'arrive à rien. Alors, il y a aussi les stratégies. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'apprenant et j'ai parlé de l'enseignant. Et j'ai dit qu'ils étaient tous les deux placés au même niveau. Enfin, au même niveau, je veux dire, il y a une relation horizontale. C'est-à-dire que nous, comme enseignants, on va aider, guider, épauler l'apprenant pour qu'il arrive à accomplir la tâche. Donc on va le conseiller, on va l'orienter, on est là pour l'aider. On ne va pas le laisser seul. D'accord ? Donc ce que les stratégies, vous voyez, c'est comment il va arriver à le faire. Quelle stratégie il va adopter? Et nous, comment on va l'aider? Quel va être notre rôle en tant qu'enseignant? Oui? C'est ça, en fait. C'est à nous de l'orienter. Alors, voilà. Ça, on va le revoir avec un exemple. Alors naturellement, nous, quand on fait une fiche pédagogique, on est habitué. On le fait, on est habitué à en faire. On en fait tous les jours. Peut-être pas tous les jours, j'exagère, mais au moment de préparer une unité, on le fait. Quand on veut leur apprendre le passé simple, on va faire une fiche pédagogique. Et on décompose. La fiche pédagogique, qu'est-ce que c'est? J'en parle beaucoup, mais je ne sais pas si je vous l'ai dit ce que c'était. C'est une... Oui. La fiche pédagogique, c'est une feuille de route. D'accord? Et cette feuille de route nous permet de suivre... la fiche pédagogique, ce sont les différentes étapes, d'accord, qui s'enchaînent d'une façon cohérente entre elles pour amener l'apprenant à acquérir un point de grammaire ou de la conjugaison ou du lexique, à développer une compétence. C'est ça, une feuille de route où on a les différentes étapes qui s'enchaînent d'une façon cohérente en fonction du profil de l'apprenant. C'est ça. Ça va? Je pense que là c'est assez clair. On y reviendra naturellement puisqu'on doit travailler ça. Alors, on va passer maintenant à la sélection du document. Si ça c'est clair, on va passer par la sélection du document. Présent? Question pratique, on va faire une pause ou pas? Oui. Il est quelle heure? 5h30.
Oui, on fait une pause maintenant et après on passe à la fiche prépédagogie. Vous avez des questions? Bon, après on verra. Después vemos. Parce que ça, c'est, disons, tout ce processus, c'est avant la sélection du document déclencheur. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non? Alors, on va passer à la sélection du document déclencheur, donc, une fois qu'on aura établi quels sont les objectifs de communication à partir desquels donc, nous avons les composantes linguistiques et sociolinguistiques. On va choisir un document déclencheur, hein, que vous avez généralement dans les méthodes. Ça peut être un enregistrement, ça peut être une photo, ça peut être un article. D'accord? Alors, en fait, on passe à la sélection du document déclencheur, dégager les traits distinctifs et vérifier la pertinence, et j'ai mis la pertinence en rouge, de ce document dans la situation d'enseignement-apprentissage, à travers une analyse prépédagogique. D'accord? On va en faire une maintenant. J'ai sélectionné un document, hein, et on va travailler donc la fiche prépédagogique, c'est-à-dire à savoir si le document est pertinent, d'accord, et si il convient de le mettre, de l'exploiter. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'une analyse prépédagogique? Donc, c'est vérifier l'identité du public, les centres d'intérêt du public, les situations dans lesquelles le public sera amené à agir en français, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les tâches qu'il devra accomplir en français dans ces situations, les compétences qu'il devra développer pour pouvoir réaliser ces tâches, tout ça on l'a dit, le niveau de compétences que le public doit acquérir, les paramètres qui peuvent être pris en compte pour mener une analyse prépédagogique se décomposent en 3 parties, l'analyse formelle, l'analyse situationnelle et communicative. On va voir de quoi il s'agit. D'accord? Donc, un document, êtes-vous plutôt mer ou montagne? Vous l'avez dans votre pochette. C'est une activité, vous allez faire vous-même cette analyse prépédagogique. Ça devrait être assez rapide, vous pouvez le faire en groupe si vous voulez. Hein. Et après, j'aimerais qu'il y ait un rapporteur. On va essayer de... Vous me direz ce que vous en avez tiré de tout ça. Donc, on a d'abord l'analyse formelle, l'analyse situationnelle et l'analyse communicative, avec la composante pragmatique, sociolinguistique et socioculturelle, et la composante linguistique à la fin. D'abord, donc, on commence par l'analyse formelle, description du matériel, genre du document, fonction du document, type de discours, source du document, date et lieu d'émission du document, date et lieu de réception du document, émetteur, énonciateur et récepteur, énonciataire du document. Ensuite, on passe à l'analyse situationnelle, statut des interlocuteurs, très important. On a vu tout à l'heure que selon le statut des interlocuteurs, eh bien, on aura un registre de langue qui est différent. D'accord ? Et ça, c'est évalué lors de la tâche. Thématique de la communication, lieu de la communication, moment de la communication, manière dont se déroule la communication et finalité de la communication. Et après, on passe à l'analyse communicative. C'est peut-être ce qu'on fait d'une façon inconsciente. C'est en même temps
ce dont on tient compte pour l'accès au sens. Bien souvent, on demande à nos apprenants. Je vous laisse découvrir le document. Et puis, ma foi, on fait l'activité. Hein. Vous me dites si vous avez des problèmes. Alors, naturellement, il y a beaucoup de questions auxquelles, on n'a pas la réponse, on imagine l'information. Je veux dire, au moment de faire le travail de compréhension, on ne posera pas toutes ces questions, évidemment. Mais là, vous avez un petit aperçu de ce qu'on demandera lors de l'accès au sens. On va y revenir. Alors, pour commencer, ma foi, le genre de document, tout le monde a compris. C'est un interview, n'est-ce pas? La fonction de ce document. Jean-Claude, pardon, qu'est-ce que c'est la description matérielle du document? Est-ce que c'est un document écrit simplement? Comment? Écrit, la description matérielle du document. La présentation matérielle. Eh bien, en fait, tu as 5 photos. Tu as 5 photos de fond. Tu as 5 témoignages qui sont... Pardon, j'ai oublié la première partie. Tu as des témoignages encadrés. Tu as des illustrations. D'accord? On voit un couple à la plage, des gens à la montagne. D'accord? C'est un document qui a été fabriqué donc à des fins pédagogiques. Hein. Donc, ce qu'il faut retenir concernant la description matérielle du document, c'est que on a 5 témoignages, on a les photos, on a l'identité des gens et on a des illustrations qui représentent la montagne, la mer. Ça va ? Donc ça, par exemple, c'est ce qu'on pourrait demander à nos apprenants lors de la compréhension globale, par exemple. Voilà. Quant au genre du document, c'est clair, ma foi, c'est un interview. La fonction du document, vous avez mis quoi? Oui. Alors ça, moi, je l'avais considéré dans la composante pragmatique, dans l'analyse communicative. C'est justement quel est l'objectif de communication, justement. Oui, mais c'est vrai, on pourrait mettre ça. Fonction du document, vous avez mis quoi, sinon? Décrire un choix. Hein? Décrire un choix. Décrire un choix. Décrire un choix, ça pourrait être aussi l'objectif de communication. Enfin, la personne donne beaucoup d'informations, donc moi je vois que je mettrais plutôt informatif ou informé. Informatif ou informé. Le type de discours, ma foi, c'est informatif. Hein. Alors, il y a beaucoup d'informations, on demande beaucoup d'informations, mais en fait, en classe, c'est pas nécessaire de tout demander. Hein. La source du document, c'est clair. Le type de discours. Hein? Le type de discours. Cosmotan. Le type de discours. Ah, le type de discours, j'ai mis informatif. Oui, la fonction du document, c'est informer, et le type de discours, c'est informatif. Le langage courant, c'est pas... Pardon? Le type de langage courant, on était plus parti sur entre familles. Eh bien ça entrerait dans la composante sociolinguistique. Donc la source du document, oui. Date et lieu d'émission, c'est clair. Octobre 2010, date et lieu de réception, ma foi, c'est au moment de la lecture, c'est au moment où on vous donne le document. Hein. Émetteur, énonciateur.
Ça pourrait être, ou alors les rédacteurs et les lecteurs. On n'a pas le nom. Hein, on n'a pas de nom, donc, je sais pas, dans ce cas-là, ce seraient les rédacteurs et les lecteurs de la revue. Ça va ? Quant à l'analyse situationnelle, tout à l'heure on en parlait, le statut des interlocuteurs. Oui. Trois femmes, 2 hommes, 5 personnes qui sont interrogées. On a les âges, on a leur identité, l'origine. Thématique de la communication, le thème de la communication. Oui. De façon générale, c'est les congés, c'est les loisirs, ce qu'on fait pendant les vacances, pendant le week-end, où on va. Quant au lieu de la communication, on peut supposer que, je sais pas, ça peut être dans la rue au moment de l'interview, ça peut être dans les bureaux de la rédaction au moment de la transcription. Quant au moment de la communication, on peut supposer que c'est avant les vacances. Oui. Là, date de publication octobre 2010, donc on suppose que c'est avant octobre 2010. Manière dont se déroule la communication. Informelle. Vous avez mis quoi? Je mettrai canal oral puis écrit. Je pensais au canal de communication. D'abord il y a l'interview et puis ensuite il y a la transcription des réponses qui sont fournies à l'oral. Quant à la finalité de la communication, hein? Oui, connaître les goûts des personnes, parler de soi. Ça pourrait être, et en même temps, ce serait la composante pragmatique. Ouais. Oui. Voilà, donc pour ce qui est de l'analyse communicative, pour la composante pragmatique, en fait, je pense qu'on l'a dit. Et la finalité de la communication? La finalité, c'est ce qu'on a dit. Ça peut être parler de soi, parler de ses goûts, faire connaître ses goûts. La finalité de la communication. Enfin, que font ces gens-là? Ils parlent de soi, en général. Et après, si on veut approfondir, dans le pragmatique, on mettrait parler de ses goûts, parler de ses habitudes, oui, parler de ses intérêts pour quelque chose. Les projets de vacances, relater des faits, du vécu. Voilà, ce serait ça. Et donc, c'est de là qu'on partirait pour déterminer quelle serait la composante linguistique, en fait. C'est ce qu'on veut leur faire découvrir. Voilà. Pour la composante sociolinguistique et socioculturelle, pour la composante sociolinguistique, c'est ce qui est formel, informel, si c'est un registre neutre, par exemple,
Oui. Et pour la composante socio-culturelle, alors pour le socio-culturel, vous avez trouvé quoi? Voilà, par exemple, les habitudes de vacances, les loisirs. Oui. Oui, les lieux touristiques en France, pourquoi pas? Pourquoi pas, les lieux touristiques en France? Oui. Oui. C'est ce qui touche, c'est le côté culturel, en fait, qu'on veut aborder. Et qu'on peut approfondir. Alors, concernant le linguistique, après tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on aurait comme lexique? Oui. En général, le lexique des loisirs, peut-être. Il y a aussi un petit peu le vocabulaire des métiers. Hein? Un tout petit peu aussi le vocabulaire des métiers, quand les gens se présentent. Il y a Oui. les âges Mhm. des différentes personnes. Vous avez relevé. J'avais pensé aussi peut-être à tout ce qui est lié au fait de raconter, en fait, avec tous les mots connecteurs de récit. Oui. Oui. Description. Oui. Les connecteurs de récit. Tout à fait. Tout à fait. Il y a tout ce qui est connecteur, lien logique. Ouais. Quoi d'autre? Oui. Et puis on a parlé de préférence, de goût. Donc on a l'expression de la préférence. On a préféré, je préfère, j'ai toujours préféré, on a plutôt. Expression du goût. Expression du goût. La préférence et le goût. Le verbe plaire, adorer. J'ai une passion pour, j'apprécie, j'aime énormément. C'est justement ce qui pourrait être exploité. Les expressions temporelles, je ne sais pas si vous les aviez relevées, non? Les expressions temporelles. Voilà, ça fait 15 ans. Hein, ça fait 15 ans que. Et là, ce serait pour l'habitude, exprimer l'habitude. Ça fait 15 ans que je fais ceci, tous les ans, chaque été, chaque année, régulièrement, fréquemment. No sabe dónde está el profe relato. Ah non, non, non. Qui permet d'exprimer l'habitude. Hein? Quand on dit, par exemple, ça fait 15 ans que tous les étés, régulièrement, presque tous les étés, on a quotidienne. Il y a plein d'expressions comme ça qui pourraient permettre de travailler l'expression de l'habitude. Donc on a l'expression du goût, de la préférence, de l'habitude. On a les temps verbaux également, le lexique des loisirs. Et en gros, hein, bien sûr, il y aurait d'autres choses. Hein. On pourrait aussi voir travailler les articulateurs, les connecteurs, les liens logiques. Hein. Mais en gros, c'est ça. Ça va? Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Bon, il y a une autre activité qu'on n'aura pas le temps de faire. C'est celle qui est la feuille c'est la première feuille que j'aurais dû mettre à la fin, pas au début. C'est placer les éléments, les différents éléments. Alors ça, vous pouvez le faire seul, on l'a déjà épluché. J'avais préparé un tableau que je pense que c'est même pas nécessaire de le mettre. Je ne sais pas si vous avez des questions concernant la fiche pré-pédagogique. Naturellement, il ne faut pas tenir compte de tout ça. Hein.
vous n'êtes pas obligé. J'ai mis le maximum d'informations, certaines sont peut-être inutiles, je ne sais pas. Mais c'est pour vous donner une idée, d'accord? Celles qui vous paraissent inutiles, vous ne les mettez pas, naturellement. C'est un exemple, là j'ai exagéré, j'ai essayé de trouver au maximum tous les éléments qui pourraient permettre de découvrir le document et qui permettraient de l'exploiter au moment de l'accès au sens. Bien sûr, il y en a qui sont inutiles, hein, mais c'est à vous de faire un choix. Voyez, vous avez un exemple, exagéré naturellement, mais c'est un exemple. D'accord? Ce sera à vous de voir ce que vous trouvez pertinent, ce que vous allez réutiliser en cours. Ce sera à vous de voir. Donc ça peut se faire à partir d'un document audio, ça peut se faire à partir d'un texte, je ne sais pas, d'une photo, de ce qui pourrait intéresser aux apprenants. D'accord? Et donc, vous voyez qu'à partir de ce document, on le fait découvrir et on arrive, à un moment donné, on arrive à trouver la composante linguistique que l'on veut introduire. Donc on partirait du sens, d'accord? Et de là, on sortirait les éléments à faire apprendre. Comprenez? C'est un peu de ça qu'il s'agit dans la fiche pédagogique. Alors, en ce qui concerne la fiche pédagogique, je ne sais pas, je vous l'ai donnée? Non? Non. Alors, non? Ok. J'espère. Alors, les étapes de l'unité didactique, je ne vous l'ai pas donné non. C'est ce qu'on commencera à... Ce document, mer ou montagne, et on verra comment on peut travailler l'accès au sens. Vous avez fait l'analyse pré-pédagogique, donc ensuite l'accès au sens est facilité parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont entrer. Donc les étapes de l'unité didactique, ça complète la photocopie de la structure de l'unité didactique. La structure de l'unité didactique, voilà, celle-ci, c'est un complément. D'accord? Pour ça, je vous ai donné une pochette parce que les documents arrivent au fur et à mesure et puis ils ne seront pas nécessairement dans l'ordre, mais ça complète. Ça va? Voilà, c'est les deux. Je vous donne ça. Merci. Je vais vous donner également la fiche pédagogique. Je vous donne la fiche pédagogique. Alors, tu m'as dit que t'en voulais. Fiche pédagogique, on va essayer de remplir. On finira de remplir lors de l'atelier sur l'évaluation. Alors, rapidement, vous avez une première partie donc qui est la tâche visée, la compétence visée, les prérequis. Quels sont les prérequis pour développer telle ou telle compétence? L'objectif pragmatique, les objectifs sociolinguistiques et linguistiques, niveau de compétence visée, en haut c'était la compétence et là c'est le niveau de compétence, référence du document, et puis vous avez les étapes, l'accès au sens, deux parties. On a d'abord la compréhension globale et la compréhension détaillée. Ensuite, on a le repérage, c'est là où on passe au fonctionnement de la langue. Donc on part bien du sens et on va vers le fonctionnement de la langue, vers la structure, vers la découverte des expressions de l'habitude, de la préférence, du goût, etc. D'accord ? Ensuite, c'est l'analyse du fonctionnement de la langue et l'expression. Pour l'expression, il y a deux parties.
il y a des exercices de systématisation. C'est les exercices que vous avez généralement dans les cahiers d'exercices, ou des cahiers d'activité des méthodes, des exercices à trous, ou des exercices où on vous demande, plutôt des activités où on vous demande d'agir ou d'interagir en situation. Et puis l'expression, la fin, la production. L'expression production, c'est la tâche finale ou l'évaluation. Voilà donc toutes les étapes qu'on doit parcourir. Et c'est pour ça que j'ai changé le prochain atelier. Au lieu de faire la grammaire, je vais faire l'accès au sens. Parce que c'est l'étape qui suit. D'accord ? C'est l'étape qui suit l'accès au sens, c'est la grammaire. On ne fait pas la grammaire avant l'accès au sens. Ça va ? Voilà. J'espère que ça aura été intéressant, que ça va vous servir. C'est ce que vous verrez pendant vos observations de classe. Vous avez des observations de classe, n'est-ce pas ? Oui. Donc, quand vous aurez complété tout ça, ce sera plus facile de comprendre comment se déroule un cours. D'accord ? Ce sera plus facile de le comprendre et de suivre les différentes étapes, puisqu'on remplit tous une fiche. Celle que nous remplissons à l'Alliance, elle est plus simple que ça. Elle est beaucoup plus simple. D'accord ? Là, j'ai inclus vraiment tous les éléments possibles pour que vous ayez une idée, vous ayez plus d'informations. Mais la fiche que nous remplissons ici, elle est simplifiée. Voilà. Écoutez, bonne soirée à tous, bon week-end.